Marc Dagger. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Marc Dagger qui est déjà venu dans une de nos émissions. Marc qui travaille sur les marchés depuis plus de 25 ans maintenant, qui a le CFTI qui est un des diplômes d'analyse technique. Marc, tu as travaillé pour de nombreuses enseignes, tu as travaillé pour des banques, tu es maintenant indépendant avec Dagger Trading qui est devenu DT Expert. On voit le logo en haut à droite et l'URL de ton site internet pour ceux qui veulent aller voir ce que tu proposes. Oui, Marc, aujourd'hui, donc Marc est venu nous voir pour essayer en 10-15 minutes top chrono de nous faire une revue sur des figures qui sont très intéressantes en bourse, qui sont les figures de continuation. Marc, si tu veux rajouter un petit mot pour te présenter, et puis si tu veux dérouler ta présentation, à toi de jouer. Ok, merci Nicolas. Bah, écoute, comme tu as dit, c'est la deuxième fois qu'on fait ça ensemble et ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne pense pas avoir grand-chose à rajouter. Si des gens veulent en savoir plus, ils savent quand me contacter maintenant. Et puis, on l'a dit, 10-15 minutes, c'est un peu, voilà, c'est limite pour voir ce qu'on a à voir. Donc, je vais volontairement faire avec toi assez rapidement sur la partie théorique, parce que c'est vraiment la partie pratique qui est intéressante. Voilà, quitte à ce que si certains veulent, alors après, je ne sais pas hein, si tu fais ça ou pas, mais si certains veulent récupérer la présentation pour la lire plus tranquillement, moi, je peux la remettre à disposition sans souci. Ok. Et puis dans tous les cas, toutes les slides sont filmées, les gens peuvent regarder en replay et pourront donc lire en détail les définitions sur tout ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui. À toi de jouer. Ok. Je déroulerai. Ouais, ça marche. Donc ce qu'on va voir ici très rapidement, c'est que quand on regarde un marché graphiquement, il y a, on va dire, deux grandes familles. Soit le marché est en tendance, qui peut être haussière ou baissière, soit il va être en phase de consolidation. En train de temporiser. C'est-à-dire sans inverser en fait la tendance dans laquelle il se trouve avant. Alors, ces phases de temporisation, elles sont très intéressantes, mais elles sont peut-être un peu plus difficiles à cerner parce que justement, elles ont des formes plus complexes. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est des figures qui sont un peu plus faciles justement à cerner, à trouver, et qui sont des figures de continuation. Donc c'est très simple, une figure de continuation ne va pas inverser le sens du marché à la sortie de la figure. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis une flèche verte. Donc soit on rentre à la hausse et on ressort à la hausse, soit on rentre à la baisse et on ressort à la baisse. Voilà, je pense que tu peux passer maintenant à la suite. Voilà. Alors, d'abord, on a choisi trois des principales figures. Donc, d'abord, le drapeau. Alors, le drapeau, c'est une des figures les plus fréquentes en termes de consolidation. C'est une figure extrêmement efficace parce que, d'abord, elle est facile à lire et l'objectif à calculer est également assez facile à calculer. Et surtout, on se rend compte que, même si j'aime pas parler comme ça de pourcentage, mais quand on fait du trading, on fait des probas en fait. On se dit, bah voilà, comment je peux avoir le plus de bonnes probabilités d'avoir raison. Et en probabilité, les figures qu'on voit là aujourd'hui, surtout les drapeaux et les triangles, fonctionnent quand même très bien. Dernière chose avant qu'on passe à la slide suivante, bah, d'ailleurs, tu peux passer à la slide suivante. Un drapeau, c'est quoi? C'est fait de deux côtés parallèles qui vont enfermer l'évolution des cours à l'intérieur de la consolidation. Ce qui est très pratique en analyse technique, et tu sais très bien, c'est que toutes les figures qui ont un nom qui correspond vraiment au visuel qu'on peut leur donner. Donc le drapeau, comme on le voit ici, est constitué d'un mât. Donc en fait, un mât, c'est exactement ce qu'on tient quand on veut maintenir un drapeau. Et donc du drapeau lui-même, qui va être effectivement constamment perpendiculaire au mât. Donc là, on le voit, le drapeau. Donc on a une phase de hausse, on rentre dans le drapeau. Idéalement en trois jambes, hein, ABC, qui sont les consolidations les plus fréquentes. Et puis, on va sortir du drapeau. Évidemment à la hausse, puis on est rentré à la hausse. Donc le mât, lui, représente donc le mouvement qu'on avait avant l'entrée dans le drapeau. Donc dans une tendance haussière, le drapeau est incliné vers le bas, et comme tout est symétrique, dans une tendance baissière, le drapeau va être incliné vers le haut. Enfin, l'objectif théorique de la sortie d'un drapeau, c'est de reporter le mât du drapeau. Alors attention, sur la base inférieure du drapeau, parce que parfois certains font l'erreur de le reporter sur la sortie, à la cassure, mais il faut le reporter sur la base du drapeau, comme c'est indiqué là sur le trait vert. Dernière petite chose, parfois les gens ont peut-être tendance à confondre un peu le canal avec le drapeau. On peut toujours calculer dans un premier temps l'objectif du canal, même si on a l'impression d'être dans un canal alors que c'est peut-être un drapeau. Donc en reportant la largeur du drapeau, du canal, là cette fois à la cassure de la figure. Voilà. Donc je pense que là, oui. Généralement, on va dire que l'impulsion est relativement forte sur le mât du drapeau et il y a une sorte de vitesse, ce qui fait que derrière, quand tu as un canal de consolidation,
il est relativement lent, il n'est pas trop violent. Des fois, des personnes tracent des canaux baissiers qui durent très longtemps. Oui, ouais. En fait, il faut que ce soit relativement dynamique. Il faut d'une part que le mât du drapeau soit puissant et que la consolidation à l'intérieur du canal baissier ne dure pas non plus très longtemps. Oui, alors tu as raison. Il y a trois choses auxquelles il faut faire attention. Comme tu as dit, le mât ne doit pas être trop faible. La largeur du drapeau doit être relativement, justement, comme dans un vrai drapeau, en fait, parce qu'il y en a qui mettent des largeurs qui sont aussi quasiment aussi grandes que les 2/3 du mât. Et le drapeau, comme tu l'as dit, ne doit pas s'étendre dans le temps trop longtemps. Voilà, comme un vrai drapeau, en fait. Quand tu tiens un drapeau, ta bande, elle ne va pas arriver 3 mètres plus loin, etc. Donc ça, ce sont des règles qui ressemblent véritablement au drapeau et qui, effectivement, sont importantes pour réussir à ne pas, justement, confondre le drapeau avec autre chose. Et Voilà, tu nous as mis un exemple de drapeau sur le titre Tesla début 2023. oui, alors là, on a un cas pratique qui est extrêmement… Alors évidemment, j'ai choisi des cas pratiques qui sont très parlants, mais déjà, ça permet de voir que la théorie est mise en pratique de façon très propre et très claire. Donc là, on a effectivement Tesla qui était dans une grosse phase de consolidation depuis novembre 2021. Et puis, en janvier 2023, on a touché un premier point bas, on ne sait pas encore hein, au jour d'aujourd'hui, comme on le voit, mais en tout cas, on a touché un creux qui a permis un rebond important. Comme tu l'as dit, on a une vague de hausse impulsive qui correspond au mât du drapeau. Et puis, on a cette phase de consolidation en 3 temps que j'ai noté A, B, C, qui dessine le drapeau. Nous, ce qu'on a fait, alors personnellement, on a sur la vague C, en fait, on est déjà rentré en position parce qu'on s'est dit, si on a raison sur le drapeau, on va aller très haut. Si on n'a pas raison sur le drapeau, mais qu'on arrive en haut de la borne du drapeau, bah, on aura déjà, sur les produits sur lesquels on joue, bah, on aura déjà gagné de façon suffisamment conséquente. Là, on a traversé le drapeau. Donc, ce qu'il faut faire pour ceux qui veulent acheter à l'intérieur, il faut attendre d'arriver sur la borne supérieure. Si on voit que la borne supérieure résiste un peu et qu'on repart à la baisse en correction, légèrement, on peut peut-être s'alléger et faire attention. En revanche, si on voit que ça traverse tout de suite, il vaudrait même mieux se renforcer parce que là, on a validé la cassure de la figure. On a reporté quasiment, hein, vraiment, j'ai utilisé le logiciel, ça arrivait très honnêtement un tout petit peu plus haut que le haut de la flèche verte, sauf que là, on a une conjonction de points, en analyse technique, c'est très important. C'est-à-dire qu'on avait un objectif qui était donné par deux indications théoriques différentes, la sortie du drapeau, mais également on voit cette oblique de résistance qui est quand même très forte, puisqu'on a maintenant 6 points de contact. Donc on sait qu'une oblique, plus on a de points de contact sur une résistance, plus la résistance devient importante. Donc on a conjugué en fait l'oblique avec le mât du drapeau et on a trouvé un objectif qui était quand même très net. Voilà, donc là on voit la mise en application de ce qu'on a vu juste avant d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Très propre. Ensuite, les triangles. Alors oui, les triangles. Alors là, il y en a de toutes sortes. Là. Oui, alors justement, je vais essayer de dire le plus rapidement. Alors, le triangle, encore une fois, est une figure qui va ressembler à un triangle. Alors évidemment, à la différence d'un vrai triangle mathématique qui a 3 côtés fermés, là, on va surtout matérialiser 2 côtés, hein, qu'on va appeler la borne inférieure, la borne supérieure du triangle, mais ces 2 côtés vont dessiner une forme de triangle qui sera visible très facilement sur les graphiques. Une chose importante, alors je ne peux pas évidemment faire un cours d'Elliott là en 2 minutes, hein, même parfois il me faut 1 semaine pour faire un cours d'Elliott à des professionnels, mais Elliott dit que les triangles doivent avoir lieu en 5 vagues, 5 vaguelettes, et qu'on suive Elliott ou pas, effectivement, à l'intérieur d'un triangle, on doit idéalement avoir 5 vagues, et même pas qu'idéalement, je pense que la plupart du temps, on va le voir ensemble, c'est un enchaînement de 5 vagues, A, B, C, D, E, et c'est effectivement la vague E qui donne le signal de fin de figure qui pourrait être le point d'entrée le plus adéquat. Voilà. Donc là, effectivement, je vous ai mis l'ensemble des triangles. Il y a 4 catégories de triangles. Le triangle ascendant. Alors là, j'insiste sur une chose. Le triangle ascendant, c'est un triangle dont une des bornes est ascendante, comme on le voit ici, la borne inférieure, hein, forcément. Et il ne faut pas confondre la nomenclature du triangle avec la tendance. Certains confondent et pensent qu'un triangle ascendant, c'est uniquement dans des marchés haussiers, ce qui est complètement faux. Donc, le triangle ascendant a un côté ascendant, mais il peut se trouver aussi bien dans un marché haussier que baissier. Oui. Voilà. Donc, la deuxième forme, bah, forcément, c'est le pendant du triangle ascendant, le suivant. Donc, ça va être le triangle descendant. Oui, sur le prochain slide. Voilà, donc là, on a le triangle descendant. Donc, exactement de la même façon, on va avoir un côté descendant qui va être le côté supérieur, comme on le voit, et une base horizontale. Et de la même manière, on va trouver un triangle descendant sur un marché baissier comme haussier, comme on le verra dans l'exemple que j'ai choisi tout à l'heure. Donc, la troisième forme de triangle, c'est le triangle symétrique. Donc, symétrique, il a un côté ascendant, un côté descendant. Voilà, donc on le voit ici. On fera attention aussi, mais on le verra tout à l'heure, à ne pas confondre les triangles ni avec les biseaux, ni avec les fanions.
et Ouais. on verra pour quelles raisons et comment justement ne pas les confondre. Voilà. Alors, Une histoire de pente. exactement. Une petite astuce pour ceux qui ne savent pas comment tracer les triangles, parce que parfois on me dit oui, je ne sais pas où mettre ma vague A. Eh bien, c'est très simple, l'astuce est très simple. Quand on arrive d'un biais haussier, la vague A est baissière. Quand on arrive d'un biais baissier, la vague A est haussière. Donc, ça vous permet d'avoir tout de suite la vague A. Et quand on a la vague A, bah, forcément, on enchaîne B, C, D, E et on arrive à tracer le triangle plus facilement. C'est une belle compression en fait le triangle. On Oui, fait des plus bas et des plus hauts de moins en moins haut et on va se comprimer jusqu'à ce que la dynamique précédente reprenne le dessus, quoi. oui, bah, un triangle, c'est censé être une figure de continuation relativement flat. En fait, comme tu le vois, il n'y a pas de tendance baissière dans un triangle. Au Ouais. contraire, les cours restent quasiment, enfin, ils faiblissent de plus en plus en termes d'amplitude, mais c'est une temporisation. Le marché reprend un peu son souffle avant que les investisseurs reprennent effectivement confiance dans la direction. Dernier triangle, un peu moins fréquent, mais il faut quand même le savoir, parce que la théorie doit être exhaustive. Ben, il y a les triangles ouverts. Donc, un triangle ouvert, bah, comme son nom l'indique, et comme on le voit, ça ressemble un peu à un porte-voix, mais c'est un triangle qui va avoir lieu en 5 vagues dont on Un va... peu plus compliqué ça. Oui, alors un peu plus Parce que compliqué là parce tu que fais des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, tu te fais un peu balader dans tous les sens. bah, le souci, comme tu l'as dit, c'est quand c'est un triangle fermé, bah, au bout d'un moment, on voit, hein, les cours sont pris dans un étau, ils vont forcément sortir. Là, théoriquement, ils peuvent ne jamais en sortir, parce que les deux droites ne vont plus jamais se croiser. Donc, il faut faire un peu attention, effectivement, à ce genre de... Mais on les voit beaucoup plus souvent une fois la cassure effectuée que quand on est vraiment à Oui, l'intérieur. que dans la formation, Voilà. effectivement. Donc là, j'ai mis un exemple encore très parlant sur Amazon. Il faut savoir que là, c'est un graphe de relativement quand même long terme, hein. Je pense qu'on a le point bas en décembre 2011 et après on a décembre 2015 et on a un triangle qui a duré un an, janvier 2014, janvier 2015. Donc effectivement, c'est à une échelle de plus long terme, bah, un triangle d'un an, c'est un triangle d'un an, ça prend du temps. Donc on ne va pas s'amuser à trader ça tous les jours. Alors comment ça fonctionne là? Il y a autre chose aussi qu'on me dit souvent et qui est très vrai. Oui, alors c'est gentil, vous avez un graphique qui est déjà tracé, vous avez mis les bornes, on voit facilement, effectivement, vous avez raison, ça ressemble à un triangle, effectivement, la théorie, etc. Oui, c'est sûr que si je mettais un graphique vierge ici, ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour les plus novices de se dire, bon, bah là, il y a un triangle. Maintenant, bah, moi, ça fait 25 ans que je fais ça, bon, toi, ça fait longtemps aussi, donc c'est du métier après. Mais quand même, en essayant de pratiquer un peu, on finit par se rendre compte que c'est quand même visuel. Donc là, on a une forte vague de hausse entre décembre 2011 et janvier 2014. Comment savoir que les vagues de hausse sont terminées? On regarde la proportion en fait des corrections qui se situent avant et après. Donc on voit que la correction plus importante a eu lieu avant décembre 2011. Entre décembre 2011 et janvier 2014, on a évidemment effectivement des petites C'est la corrections, même. mais qui n'ont pas la même proportion, donc n'impliquent pas le même cycle que le triangle qu'on a là. Lorsque on a commencé à consolider, c'est pas sur la vague A qu'on s'est dit on a un triangle. Forcément, même sur la vague A, on aurait pu penser avoir 3 vagues correctives et on se dit on repart. En plus, on a une dynamique haussière jusqu'à la vague B. Et là, manque de bol, un gros gap baissier. Et finalement, on s'est dit bon, je me suis trompé, je n'étais pas sur une ABC, je vais voir où je me situe. Quand on rebondit sur la vague C, là, la vague C a rebondi exactement au niveau de la vague A. Et là, quand on a un peu l'habitude, on se dit tiens, c'est peut-être un triangle. J'ai une base horizontale, j'ai un côté descendant, donc triangle descendant dans un marché haussier. Et puis finalement, quand on valide la vague D, bah là, ça devient beaucoup plus efficace. Évidemment, la cerise sur le gâteau, enfin le moment où là, on a une conviction qui est très forte, c'est quand on rebondit sur la vague E au même niveau que la vague A et C. Là, on a un Voilà. triple test de support, 3 fois validé et on n'a plus qu'à attendre un signal haussier derrière qui est donné par un gap haussier en plus. Oui, alors justement, là je reviendrai sur le gap. D'abord, les objectifs du triangle. Donc le premier objectif, et c'était marqué dans la théorie, hein. C'est Bon, la alors moi hauteur. j'avoue que le premier objectif, bon, il est intéressant parce que pour ceux qui sont sur du plus ou moins court terme, et quand on est dans des gros triangles comme ça, effectivement, ça donne quand même une amplitude intéressante. Mmh. Maintenant, les niveaux les plus forts à sortie de triangle sont ceux qui représentent le second objectif. Donc le premier objectif, on va reporter ce qu'on appelle la bouche du triangle. Donc l'amplitude qu'on a entre la vague A et l'autre côté du triangle. Et on va la reporter cette fois à la cassure du triangle. Pour obtenir un premier objectif. On voit que ce premier objectif a été atteint. Et quand on l'a atteint, d'ailleurs, on a temporisé un petit peu. J'insiste aussi sur autre chose, sur les objectifs en général. La théorie donne des objectifs qui sont censés être des objectifs principaux ou minimaux. Parce que des gens me disent, oui, alors on a atteint l'objectif, mais on a continué à monter, on a continué à descendre. Bah, tant mieux, à la limite. Nous, on n'est pas censé prévoir exactement le point d'arrêt, mais le point minimal auquel les cours devraient aller s'ils appliquent la théorie. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ça s'est quand même très bien passé, puisque le marché a consolidé un petit peu sur le premier objectif.
Et quand bien même j'ai certaines personnes qui disent « mais attends, tu ne vas pas me dire qu'on va reporter toute l'amplitude, etc. » Bah, on est sur Amazon, hein, donc Amazon, on peut se permettre voilà, de reporter pas mal de choses. Et là, on voit qu'on a reporté effectivement l'amplitude de la vague avant le triangle. Là, c'est la flèche rouge. On l'a reporté cette fois sur la base du triangle, hein, pas à la cassure. Et on a obtenu vraiment à $1 près l'objectif de décembre 2015 sur les sommets, avant, pour le coup, là, une véritable consolidation. Donc là encore, c'est très propre. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, mais je voudrais juste revenir sur une chose avant de faire le fanion qui ira un peu plus vite. Certains me disent, mais quand est-ce que tu interviens dans le triangle? Bah, en fait, ça dépend du profil des investisseurs. Hein. L'investisseur agressif va intervenir à l'intérieur du triangle parce qu'il va avoir une conviction quand même dans son analyse technique. Ouais, un triangle, quand même, ça marche 7-8 fois sur 10. L'investisseur plus prudent va attendre la cassure. Et l'investisseur très, très prudent, lui, va attendre un pullback éventuellement à la sortie du triangle. Alors, l'avantage, les inconvénients rapidement. L'avantage pour l'agressif, c'est qu'il va certainement rentrer au meilleur prix. Le risque, c'est que même si l'analyse technique fonctionne très bien, il n'y a rien qui marche à 100%. Peut-être qu'on croyait avoir un triangle, peut-être que c'est un triangle, mais qui va être invalidé vers le bas. Voilà, donc ça, c'est le risque de celui qui intervient de façon agressive. Celui qui intervient de façon modérée à la cassure, le risque, on le voit sur cet exemple, il risque de louper une accélération, déjà. Mais là, en plus, quand c'est un gap de 12%, comme ça a eu lieu ici sur Amazon, forcément, on va acheter 12% plus haut et on va peut-être avoir un peu peur d'acheter 12% plus haut. Et enfin, le plus modéré encore, celui qui attend le pullback, là aussi, on a un exemple, c'est qu'il n'y a pas de pullback parfois. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, dernière chose, effectivement, parce que j'ai oublié de le dire, après les avantages, que j'ai parlé des risques, pour le modéré, l'avantage, c'est qu'il a plus de conviction dans le directionnel parce qu'on a cassé la figure. Et enfin, celui qui attend le pullback, lui, il augmente un peu encore sa probabilité parce que les pullbacks, tu le sais, sont des points d'intervention très, très forts. Ça veut dire que les marchés refusent à réintégrer une figure, un support, une résistance et repartent dans l'autre sens. Donc là, moi, sur les pullbacks, si je suis déjà rentré, je me renforce régulièrement parce que la conviction, on passe de 7 chances sur 10 à 9 chances sur 10 d'avoir raison sur le directionnel. Voilà. Est-ce que pour toi, chaque cassure des points de la borne haute du triangle, c'est-à-dire le point D, le point B, puis l'ancien record historique, sont chacun des points d'entrée potentiels pour pouvoir essayer d'attraper le mouvement? Alors, tu veux dire, tu parles des mouvements baissiers à l'intérieur du triangle? Non, si tu as loupé la sortie du triangle, parce qu'elle s'est faite sur un gap, est-ce que la cassure du point B par la suite, puis la cassure du record de janvier 2014 sont des moyens de rentrer et d'essayer de prendre la suite? Oui, tout à fait. Là, par exemple, si, comme tu dis, en fait, ce que tu me dis, c'est que si sur la vague A, B, en fait, on n'avait pas continué après, qu'on était sorti directement sur le point B, c'est ça? Non, à la cassure, tu as un gap haussier. Okay. On a passé le point D. À la cassure, pardon, d'accord, oui, alors j'ai compris. À la cassure. Ouais, j'ai compris. Donc, tu veux dire les niveaux qui correspondent aux vagues B et au plus haut sont des… Ça. Oui, alors oui. De toute façon, regarde, imagine qu'on n'a pas le triangle, ou les gens n'ont pas vu le triangle. Ils vont de toute façon sur un rebond, même après le gap, s'intéresser au point haut de janvier. On va se dire, bon, on fait toujours attention à ça, même si moi, j'y crois très moyennement. Les plus hauts arrêtent très, très rarement le marché, sauf quand on est sur des gros tops avec des gros niveaux. Bon, là, ils peuvent faire attention à tous ces niveaux successivement. Effectivement, se dire, je vais peut-être pouvoir prendre le train en marche malgré tout, parce que j'ai un potentiel de hausse qui est quand même très conséquent, notamment sur ce genre de valeur. Et on passe pour finir au fanion. Voilà, alors le fanion, c'est beaucoup moins fréquent déjà. Maintenant, il faut quand même le connaître, justement pour ne pas forcément tomber dans un piège. Le piège en question, alors le fanion, on va le voir sur la slide suivante, ça ressemble à un triangle, mais ça ressemble également à un biseau. Voilà. Alors, le problème, c'est que les biseaux, c'est pour ça qu'il est bon de faire attention, parce que les biseaux sont des figures de retournement, alors que le fanion est une figure de continuation. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à réussir à bien les déterminer. Alors, de quelle manière on peut les déterminer? Il y a des petites… Alors, ce n'est pas des règles, hein, c'est des petites remarques. D'abord, par rapport à un triangle, il y a deux choses qui le différencient. Le fanion est plus étroit que le triangle. Il est un peu moins ouvert en amplitude. Et à l'intérieur du fanion, tu as les cours qui évoluent de façon un peu plus aléatoire et certainement pas en 5 vagues très claires. Ils peuvent taper les bornes hautes, basses à plusieurs reprises. Ils sont très compressés, en fait. Ça, c'est la différence avec le triangle. La différence avec le wedge, le biseau, c'est que normalement, un fanion est plus horizontal qu'un biseau qui, lui, est censé être un peu incliné. Alors, quand c'est des biseaux de retournement
baissiers, bah, ils sont inclinés un peu vers le haut. Quand c'est des biseaux de retournement haussier, ils sont inclinés un peu vers le bas. Un fanion, lui, va être un peu plus horizontal, comme on le voit. Donc, ça ressemble aussi un petit peu au drapeau, dans le sens où il y a un mât et où on a finalement le fanion, qui est en fait un fanion, c'est comme un drapeau en soi, sauf qu'on n'a pas deux côtés parallèles. Est-ce que tu n'as pas des fanions dans les marchés les plus puissamment haussiers? Oui, alors tout à fait. En fait, plus on est dans un marché puissant, plus les phases de consolidation vont être faibles, en fait. Donc un fanion, comme tu l'as dit, c'est très étroit. Donc c'est vraiment une phase de temporisation qui est très légère. Ce n'est pas une phase de temporisation qu'on pourrait par exemple jouer à la baisse en se disant sur des grosses phases de conso en zigzag, en ABC, on peut jouer la consolidation pour profiter des mouvements baissiers. Sur un fanion, c'est quasiment pas impossible, mais c'est inutile parce que c'est casse-gueule. Il vaut mieux attendre la sortie du fanion, qui en plus aura lieu certainement plus rapidement. Pourquoi? Parce que comme c'est beaucoup plus étroit, bah, forcément, on va atteindre la sortie beaucoup plus rapidement. Et Voilà. donc Donc là, là, tu on nous a as mis un ouais. exemple sur Stellantis. Ouais, en exemple de fanion, alors effectivement, il est incliné d'une façon différente par rapport au précédent, mais encore une fois, c'est comme les triangles, ça peut être ascendant, descendant ou symétrique. Donc là, on voit qu'on a eu une première impulsion, effectivement, entre mars 2020 et juin 2020. À la suite de quoi, les cours, bah, comme tu l'as dit, on était dans un marché quand même haussier. Stellantis a été la valeur qui a fait la plus grosse performance du CAC en 2023. Et alors, là, la différence, c'est que le fanion a été un petit peu étendu dans le temps quand même. On est entré en juin 2020, on est sorti en octobre. Mais pour autant, il n'a pas, comme tu l'as dit, marqué de véritable consolidation un peu plus importante, un peu plus aiguë. Et les courses ont bien été étouffées à l'intérieur de ce fanion. On voit effectivement que c'est plus aléatoire. On n'a pas 5 vagues A, B, C, D, E avec des tests des bornes inférieures et supérieures qui ressemblent à ceux qu'on a vu sur le triangle. Mais on a quand même la cassure avec le report de l'amplitude haussière sur le bas du fanion. Et on obtient un objectif qui a été atteint en mars 2021, apparemment. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir aussi de tout ça, deux choses. D'abord, le report des amplitudes des mouvements précédents sur ce type de figure de continuation, ça marche extrêmement bien. Ensuite, à la différence du biseau, là, il faudra faire attention. Finalement, ce n'est pas important en soi de savoir si c'est un triangle, un fanion, etc. Puisque l'objectif qui nous intéresse, nous, c'est de savoir que ça va repartir dans le même sens. C'est ça le principal. Si je dis à quelqu'un, bah, j'ai gagné 70% en jouant ça, et le type me dit, ouais, mais tu as dit que c'était un fanion alors que c'était un triangle, bah, je m'en fiche. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, après, intellectuellement, les puristes vont dire oui, mais non, etc. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver des choses pratiques pour essayer d'optimiser les chances qu'on va avoir de trader dans le bon sens. Voilà. En tous les cas, intellectuellement et pour quelqu'un qui adore l'analyse technique, je viens de boire tes paroles pendant 15 minutes, c'était très plaisant. Ben, merci. De ta part, ça me fait plaisir. Donc, si vous voulez contacter Marc, vous avez donc son site dtexpert.com, son email ici, son téléphone. Marc, on se reprend souvent ou on échange sur Twitter, vous le verrez passer sur Dagger Trading. Et puis également, Marc fait des vidéos sur sa chaîne DT Expert. Marc, je continue mon émission. Je pense que dans le chat, les gens ont apprécié. Je te ferai des retours post-émission. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne après-midi et à très bientôt pour un point éducatif d'analyse technique. Merci à toi, Nicolas. Au revoir tout le monde. À très vite. Alors,